Abandonner ou continuer? C'est le début du titre de la thèse d'Edward Giudicelli qu'il a soutenue en 2023 et qui porte sur le vécu des doctorants. Depuis le début du podcast, on reçoit des invités qui nous donnent des clés pour avancer, pour continuer ce doctorat qui est parfois une étape difficile, mais qui s'avère aussi être souvent un moment de découverte et de partage intellectuel et personnel. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi parfois abandonner? Un terme un peu péjoratif qu'on pourrait remplacer par avoir le courage de mettre fin à son projet de thèse ou à son doctorat. C'est le sujet qu'on va aborder dans cet épisode avec Alex, qui est aujourd'hui psychologue et qui a décidé de mettre fin à son projet de thèse déjà bien avancé. Elle va nous partager son parcours et les différentes émotions par lesquelles elle est passée. Je n'ai donc plus qu'à vous souhaiter une très belle écoute. Bienvenue sur Parlons peu, parlons thèse, un podcast sur le doctorat en sciences humaines et sociales. Bonjour Alex, je suis très contente de t'accueillir sur le podcast pour ce nouvel épisode hyper important sur l'arrêt de la thèse où on verra comment est-ce qu'on l'appellera. Du coup, bienvenue avant toute chose. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir et de me laisser la parole aujourd'hui. Alors, avant de commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu serais d'accord pour revenir un petit peu sur ton parcours post-bac, c'est-à-dire quand vient le moment où tu dois faire ce grand choix de vie, vers quoi tu te diriges? Est-ce que c'était clair dans ta tête ou est-ce que ça a été un moment un petit peu de crise existentielle? Un peu les 2. En gros, j'étais intéressée pour faire de la psycho dès l'adolescence. Donc vraiment, c'était un peu ma target du début. En fait, quand je suis arrivée au bac, je me suis dit, bon, je suis peut-être un peu jeune pour accompagner des gens qui seront dans la souffrance, dans différentes situations, tu vois, et de me dire, moi, est-ce que je serais assez mature pour faire ça? Et du coup, je me suis dit, ok, il faut que je fasse ça plus tard. Et du coup, le stress, ça a été, mais je fais quoi en attendant, quoi. Et donc d'abord, j'ai commencé par des petits boulots. Je me suis orientée, via les petits boulots, je me suis orientée vers la restauration dans un premier temps. Et en fait, j'avais trop besoin d'être utile, d'être tournée vers les autres, et je suis partie en études de soins infirmiers. Et j'ai tenu presque les 3 ans. Et à la fin, on m'a dit, vous allez être 6 mois en stage. J'étais en mode, ah, c'est pas possible. Et donc voilà, mais ça a été un peu le flou pour toujours me rapprocher de la psycho, de ce que je cherchais dans la psycho sans jamais vraiment y arriver. Donc en fait, j'ai enchaîné des boulots pendant plusieurs années. Du coup, il y a les soins infirmiers, donc après, j'ai bossé comme aide-soignante. Après, j'ai coupé avec le soin parce que la souffrance au quotidien, enfin, je travaillais principalement avec des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Et la souffrance au quotidien, et le contexte plutôt hospitalier. C'était très éloigné de ce que je cherchais. Et du coup, j'ai bossé un certain temps aussi après en logistique et j'ai attaqué ma licence de psycho à Paris 8 par correspondance, dans un premier temps. Et après, j'ai postulé pour arriver en master en présentiel, là, pour le coup, à Bordeaux. Et donc voilà, pour une version brève du parcours, mais en gros, voilà. Et du coup, j'ai fini mon master, là, il n'y a pas très longtemps, et je suis sur mon premier poste de psy, du coup, actuellement. Et est-ce que, au niveau de la chronologie, tu peux nous donner quelques dates? Je sais pas si la crise sanitaire est passée par là dans ton cursus à un moment donné. Ouais, ouais. Bah ouais, parce que j'ai eu mon bac en 2012, pour le coup. Et du coup, j'ai fait ma L1 juste avant, j'ai commencé en 2018. Et du coup, en milieu de L2, ça a été le démarrage de la crise en France par rapport au Covid. Et du coup, moi, c'est vrai qu'au niveau des cours, ça n'a pas eu de gros impact parce qu'en fait, comme j'étais déjà en distanciel, ça a plus impacté mon activité pro. Et est-ce que le master que tu as fait, alors c'était quoi? Le master, du coup, c'est psychologie du travail, de l'orientation et des organisations. Et donc, justement, c'est ce qui nous permet d'intervenir. Enfin, pour le coup, l'équipe est très orientée recherche.
alors qu'une majorité des diplômés chaque année vont plus vers de la pratique. Mais du coup, en pratique, on part beaucoup sur tout ce qui est euh, accompagnement et des entreprises, mais aussi des individus, enfin des organisations d'ailleurs, même publiques, associations aussi, sur tout ce qui est insertion sociale par le travail du coup, mais aussi tout ce qui est orientation, création d'un projet pro, notamment pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi depuis longtemps, voire depuis toujours. Comment tu t'intègres dans un milieu qui est hyper capitaliste et qui est beaucoup sur il faut vendre son âme sur son CV pour montrer que toi plus que quelqu'un d'autre. Enfin, voilà. Il y a toutes les questions de santé au travail aussi, donc tout ce qui est au niveau plus individuel, les questions de souffrance, harcèlement, etc. Mais il y a aussi toute la dimension préventive et l'intervention au niveau des organisations. Et donc là, pour le coup, ce sont des plus grosses interventions. Et après, il y a toute une partie qui peut se faire en clinique, mais qui, d'après moi, nécessite un peu plus de formation après le master pour pouvoir faire aussi tout ce qui est thérapie et tout. Mais donc c'est encore un autre champ qui est possible, mais enfin voilà, qui nécessite un complément. Mais je trouve que c'est un master riche parce que enfin, tu as beaucoup de possibilités. Et du coup, même en thématique de recherche, c'est méga vaste. Tu vois, on est psy du travail, je trouve qu'on est un peu à la croisée entre psychologie sociale et psychologie du développement. Et du coup, enfin, c'est fascinant. Enfin, moi, je trouve ça fascinant. Et alors, je veux pas forcément une définition hyper théorique incroyable, mais pour nous autres qui ne sommes pas, qui ne connaissons pas ce milieu, alors psychologie sociale, je pense avoir quelques infos quand même, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est et la psychologie du développement encore plus? Voilà, ok. Bah, bah après, je suis pas, ce sont pas mes spécialités, donc j'espère que je vais pas lever les cheveux de tout le monde. Mais psychologie sociale, tu vas être beaucoup plus sur l'étude de la dynamique qui peut se passer au niveau d'un individu, mais l'enjeu qui se passe au sein du groupe. Donc, on va être sur l'analyse de la dynamique de groupe, d'équipe. Enfin, là, ça se rattache plus au travail. Sur toutes les études aussi sur l'influence, la soumission à l'autorité. Donc, par exemple, en gros, c'est ce qui va nous permettre d'expliquer ou d'explorer pourquoi, quand tu as un dictateur qui se réveille un jour, ben, des personnes qui n'auraient pas forcément le même avis que lui vont quand même suivre. Pourquoi la pression, la peur va faire qu'on va avoir des comportements qui vont à l'encontre de nos croyances ou de nos valeurs, etc. Mais aussi comment bah, la peur du jugement va nous pousser ou nous inhiber certains comportements aussi, tu vois. Donc c'est très succinct comme définition, mais vraiment la psy sociale, ça va être quand même plus sur tout ce qui concerne un groupe. Ça peut être à l'échelle d'un groupe de 10 personnes comme d'une nation, tu vois. Et la psy du développement, on est vraiment sur le développement des individus de... Alors j'ai appris il y a pas longtemps même de l'avant-naissance jusqu'à la mort. Et donc là, pour le coup, tu as le développement qui va être biologique, qui est pris en compte beaucoup, neurologique, cognitif, et du coup psychologique aussi, avec le développement aussi sur tout ce qui est les phases d'attachement dès l'enfance, et, tout ce qui va être aussi ensuite développement de schémas, par exemple, dans tes relations, enfin on va dire qui ont des répercussions aussi à l'âge adulte, et qu'on peut retrouver aussi du coup dans les relations de travail, par exemple. Et donc c'est hyper vaste, c'est dur en vrai de te définir en quelques mots, je suis désolée, c'est c'est méga long et c'est brouillant, mais c'est vaste et j'ai peur de passer à côté de trucs importants en même temps en réduisant à quelques phrases, quoi. Oui, non, mais c'est ce que je pense on avait besoin d'entendre quelques pistes et c'était très clair. Euh, et super intéressant de voir que oui, on peut le relier à des faits historiques et étudier à plusieurs échelles ces phénomènes-là. Et est-ce que je me demande, quand tu finis ton master, donc il y a une partie pratique, une partie théorique aussi, j'imagine, est-ce qu'il y avait un mémoire à la fin du master 2 ou peut-être aussi du master 1? Ouais, en fait, t'as un mémoire déjà en licence 3, t'as un mémoire en master 1 où t'es censé euh, élaborer une petite recherche. Donc là, pour le coup, concrète, l'idée c'est que tu quand même des participants et des participantes. Donc ça peut être une étude en ligne avec un questionnaire ou carrément intervenir auprès d'une structure et faire une enquête. Ça peut être sur ton terrain de stage. Et ensuite, en master 2, là, pour le coup, on a un travail de mémoire avec vraiment ce qu'on appelle une recherche-action ou une recherche-intervention. Donc, où pour le coup, c'est ton terrain de stage qui est ton lieu pour lequel tu fais ton mémoire.
Et donc, tu arrives sur le terrain, tu identifies un besoin du terrain. Il y a toute une phase d'analyse de la demande pour être sûr de bien comprendre. Et en fait, ça reprend vraiment les étapes d'une intervention de psy plus tard en tant que consultant ou consultante, tu vois. Et donc, tu fais l'analyse de la demande, tu rencontres les personnes pour mieux comprendre le contexte de l'intervention et sur quel historique ça vient nourrir cette demande-là. Et du coup, ça te permet aussi de mieux comprendre comment tu peux y répondre. Et du coup, tu as plusieurs phases d'enquête, enfin, tu peux avoir plusieurs phases d'investigation au cours de ton stage. Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir intervenir. Parfois, c'est juste de faire une évaluation, notamment via des questionnaires, mais pas que, ça peut être des entretiens. Et parfois, tu peux, si tu as le temps, ben, faire ton évaluation et proposer une action derrière et la mettre en place et évaluer son efficacité. Et ensuite, surtout, on termine avec toujours des préconisations pour le public accompagné en disant, bah voilà, nous, on n'a pas eu le temps, mais on vous préconise, on vous recommande ben, peut-être d'explorer davantage vos risques de santé au travail, de faire un bilan sur tel point, enfin voilà. Donc c'est assez complet le stage de M2, je trouve. Ça dépend toujours de là où tu tombes en stage, mais c'est l'occasion d'avoir, pour moi, une vraie première expérience pro en tant que futur psy du travail, quoi, où là, pour le coup, tu vas être solo. Donc, et j'ai eu la chance de le faire dans la fonction publique et pour le coup, dans une grande collectivité où il y avait de quoi faire, tu vois. Donc, c'était vraiment riche. Enfin, moi, je me suis éclatée pendant ce stage. Et c'est formateur. Mmh. Et comment, en tant que première expérience, comment t'as concilié quelle a été ton expérience de la recherche-action? J'imagine, tu dois quand même concilier une partie peut-être plus émotionnelle, parce que tu es en lien avec des acteurs, des individus, j'imagine. Et puis après, avoir le recul nécessaire pour créer de la théorie. Est-ce que ça a été difficile ou comment tu l'as vécu? Ben, ce qui a été un peu dur, j'avoue, j'ai fait un peu de forcing sur ça. Ce qui a été un peu dur, c'est que j'avais des demandes de la direction, ou de la hiérarchie en tout cas à différents niveaux, qui, euh, qui forcément étaient prioritaires, mais j'ai identifié aussi des besoins au niveau des agents et des agentes, où j'étais là en mode, je peux pas voir ce problème-là, ou entendre cette souffrance qui est exprimée, et ne rien faire. Sauf que bah, je suis là que 6 mois. Je suis malgré tout pas encore expérimentée, même si pour le coup c'est cool, c'est super parce qu'en M2 on est encadré et bon, par le terrain bien sûr, mais à la fac on est oh quel lapsus, on est encadré par un ou une enseignant-chercheur et une professionnelle de terrain. Et donc là pour le coup tu as le regard psy dans la pratique qui vient t'accompagner aussi sur ton propre accompagnement. Mais le plus dur, ça a été de pouvoir imposer le côté, OK, il y a aussi des besoins de l'autre côté. Donc j'entends que vous, par souci de performance, et cetera, vous avez ce besoin-là. Mais à côté de ça, il y a un besoin de créer du lien entre les équipes. Il y a une souffrance qui apparemment est là depuis un certain temps et on ne sait pas trop comment l'accompagner. Laissez-moi expérimenter un truc. Alors on teste ça et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, au moins il y aura une action qui aura été tentée. Rien que ça peut faire du bien aussi aux équipes, quoi. Donc le plus dur, c'est d'accepter aussi qu'on peut pas tout faire, je pense. En tout cas, pour moi, c'était vraiment ça. Donc du coup, j'ai essayé de tout faire quand même. Donc tu vois, pendant 6 mois, c'était du lundi matin au dimanche soir. Et c'était vraiment genre, je lisais tout le temps quand j'étais sur le terrain, j'étais au maximum à la rencontre des personnes pour faire des entretiens, poser des questions, mieux comprendre le contexte, retourner voir les personnes pour être sûr que j'avais bien compris et rédiger au max, essayer de créer du coup un mini dispositif pour une vraie intervention du coup. Mais ça a été sport. Mais c'est formateur pour ça. Et en vrai, j'avais tellement besoin de pratique. Parce qu'en vrai, dans notre master, en tout cas sur cette fac, je connais pas toutes les facs, tu vois. Puis pour le coup, il y en a qui proposent l'alternance, donc c'est encore plus formateur, je pense. Mais là, on a très peu de pratique, on voit beaucoup de théorie, c'est très conceptuel, alors que je trouve que la psy du travail, c'est une des dimensions de la psycho qui est peut-être la plus appliquée, tu vois. Donc, euh, donc là, c'était vraiment l'occasion de se saisir de ce terrain-là pour dire, ok, je fais le plus possible, quoi. Alors, je vais faire un petit saut dans le temps, même si après, je veux qu'on s'intéresse à la fin beaucoup plus à ton actualité et à
ton expérience professionnelle actuelle, mais est-ce que le fait que tu te sois peut-être beaucoup donné, à ce moment-là, dans cette expérience, de stage, est-ce que aujourd'hui c'est quelque chose, tu te dis: «Je vois les choses autrement, je mets plus de limites» ou «Je segmente un peu plus, mon temps pro et mon temps perso» ou pas? Hem, Bah, en vrai, en termes de limites, je pense pas que je changerais dans le sens où, par contre, j'ai changé ma stratégie de travail. Parce que j'ai tendance à me disperser, mais pas dans à travailler quand même, mais je me disperse dans mes idées, tu vois? Genre, je vais lire un article parce qu'admettons, je fais une recherche sur, allez, un truc bateau, genre la satisfaction au travail. Donc je vais lire des articles sur la satisfaction au travail, et il y en a qui font le lien entre satisfaction et sens au travail. Donc je lis sur le sens, puis après je lis sur un autre truc, et en fait, à la fin de la journée, j'ai lu toute la journée, mais j'ai pas du tout avancé sur mon travail de base. Et donc j'avais tendance à faire beaucoup ça. Après, j'y ai quand même pris énormément de plaisir. Mais du coup, j'ai retravaillé pour me mettre beaucoup plus de structure dans mon organisation. Mais après, en termes de limites, oui et non, parce que pour le coup, j'ai la chance d'être passionnée par ça. Donc ça me coûte pas. Ça me coûte si vraiment le sujet me parle pas, que je me sens pas utile. Et pour le coup, c'est plus le cas aujourd'hui. Mais pendant le stage, pas du tout, tu vois. Donc c'était vraiment au contraire. C'était plus j'avançais, plus ça me donnait de la force, tu vois. Mais c'est peut-être un profil un peu maso, je sais pas. Mais ouais, non, c'était puis surtout le fait de voir que plus tu t'investis, plus tu as des résultats concrets pour les gens. Ça, c'était tellement, enfin, «valorisant» entre guillemets, mais intériorisé, quoi. Donc c'était super, donc non, moi ça me motive. C'est pour ça aussi que je voulais être, psychologue, tu vois? Potentiellement en recherche, mais en tout cas psychologue, aussi dans la pratique. Donc heu Donc ouais, après s'ils mettent des limites plus sur le niveau des demandes, parce que là pour le coup c'était plus au niveau de la hiérarchie qu'il y avait des demandes qui étaient un peu démesurées, et on avait l'impression que enfin ils m'ont donné l'impression que j'étais la personne avec la baguette magique qui pouvait ouvrir, la tête des gens et imposer les idées de la direction que les gens allaient accepter parce que je suis la psychologue, tu vois? Donc c'est plus poser les limites et reposer le cadre avec les personnes, sont sur des postes de management et qui ont tendance à penser qu'ils peuvent tout imposer, et donc rappeler aussi bah, le fonctionnement des personnes au travail, des dynamiques. La déontologie aussi enfin, qui guide complètement la pratique, tu vois. Bah là, c'est peut-être plus propre à la psycho, mais tu me diras, en recherche, on parle beaucoup aussi d'éthique et de déontologie, donc c'est pas hors sujet non plus. Oui, c'est vrai. Et alors, je pense qu'on a bien compris que tu étais passionnée. Et est-ce que je t'ai pas demandé, si c'est pas trop personnel, tu disais que dès le départ, tu avais été attirée par la psychologie, mais est-ce que tu sais d'où ça te vient? Est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont fait, tu as rencontré des personnes qui t'ont donné envie d'emprunter cette voie? Bonne question. En vrai, j'ai pas rencontré de psy dans ma vie privée qui m'ont inspirée. Pour le coup, quand j'étais gamine, j'avais déjà vu une psy, ça s'est trop mal passé, je la détestais. Enfin, quand je pense que des années après, je rêvais de faire ce métier, c'était vraiment pas pour elle. Et du coup, j'ai pas eu tant d'exemples. Je pense que c'était vraiment plus aussi un truc qu'on pouvait me renvoyer, c'est-à-dire que ou en tout cas, tu as ce stéréotype un peu de les psys sont des personnes qui écoutent, qui comprennent les gens, qui ont beaucoup d'empathie, et cetera. Et il se trouve que, bah, moi, je suis comme ça de base. Et pendant l'adolescence, tu vois, c'était un peu genre, alors j'aime pas dire ça, genre j'étais la psy des potes, parce que du coup ça enlève aussi la valeur de ce que c'est que ce métier, parce que ça reste 5 ans d'études, c'est un diplôme, enfin voilà. C'est pas un trait de personnalité. Mais il y avait ce côté où ben du coup j'étais plutôt empathique, à l'écoute, j'avais vraiment le souci de je sens que cette personne ça va pas, et je sens que si on prend le temps et qu'on se cale sur ben, son vocabulaire, sa manière de voir le monde, et qu'on le discute à deux, ça peut peut-être l'aider, tu vois. Et donc c'était un truc un peu naturel. Et du coup, quand j'ai découvert vraiment la psycho et que en fait, bah, ça pouvait être un métier, et j'étais là en mode: «Waouh, mais trop bien! Ça, c'est moi!» Et du coup, c'était un peu une évidence, mais c'est vrai que ça c'est ouais, ça c'est plus, le côté, OK, je me suis rendu compte qu'il y avait un métier qui pouvait correspondre à ça, et genre je peux gagner ma vie en faisant ce que j'aime, c'est incroyable, quoi. Ah non, c'est génial parce que tu aurais pu aussi avoir une désillusion, peut-être que ça arrive à des personnes et j'aime bien quand tu dis que c'est pas un trait de personnalité, mais qu'après il y a une formation en plus.
OK, et donc alors maintenant si on reprend un peu le parcours, donc tu finis ton master 2 avec cette expérience-là, tu touches aux outils de la recherche, et donc à quel moment vient peut-être l'idée d'entamer un projet de recherche, plus long avec, le doctorat? Est-ce que c'est tout de suite après ou est-ce qu'il y a des choses qui se passent entre? Ben, l'envie, de manière générale, de faire un doctorat, c'est arrivé vraiment en licence. Genre, tu vois, fin de première année, je pense, je découvre le monde de la recherche, et notamment associé à la psycho. Et, euh, et je me dis, waouh, putain, c'est incroyable. Et genre, ça, c'est vraiment la consécration, enfin, genre, le parcours jusqu'au bout, quoi. Genre, il n'y a plus rien après, donc c'est ça, en fait, la finalité. Et donc, il y avait déjà ce premier truc, et c'était ce côté, je me suis rendu compte que j'aimais tellement lire et apprendre de nouvelles choses, et essayer de mettre ces choses en lien, c'était tellement stimulant intellectuellement que c'était un peu un nouvel objectif aussi, tu vois. Et c'était une envie, mais j'avais pas, enfin, tu vois, je suis pas très calée en stats, alors qu'il faut en faire beaucoup, même en psycho. T'avais des trucs qui me bloquaient, mais qui étaient plus techniques. Et donc, bref, bon, j'ai laissé ce truc couler et tout, et donc la licence s'est passée. Ensuite, le master, et pour le coup, là, le master où moi je suis, c'est très, très orienté recherche. Et donc, très vite, ça a réactivé un peu ce truc. Il se trouve que la plupart de mes potes que j'ai rencontrés à la fac ou dans un contexte, on va dire, académique, sont soit en thèse, là pour le coup en fin de thèse, soit déjà docteurs depuis un moment. Et du coup, ben, c'est un sujet qui était assez récurrent et je baignais dedans et c'était un peu le côté merveilleux de la recherche et de l'enfer qui va avec aussi parce que pour le coup, on m'en parlait assez franchement avec le côté, bah, c'est compliqué, ton directeur ou ta directrice de thèse n'est pas forcément à l'écoute, pas forcément juste même présent, tu vois. La difficulté de faire tes études, de les monter, de les réaliser, de faire tes analyses, enfin. Donc, mais c'était le côté, ok, mais ça me fait envie quand même, quoi. Et quand je suis arrivée en master, en fait, il y a un des enseignants qui m'a un peu ciblée en me disant est-ce que ça vous intéresserait pas de faire une thèse parce qu'on sent dans votre esprit critique, la manière de rédiger, etc., que, genre, en gros, il y a le potentiel. Et honnêtement, tu vois, ça a un peu flatté mon ego aussi. Et j'étais en mode, bah, en vrai, en plus, j'en avais envie avant, donc ok, mais c'est vrai que je ne faisais pas tant la recherche. Et en fait, au fur et à mesure, enfin, la dynamique et tout en interne, ça me mettait quand même pas mal en questionnement sur j'en ai envie, mais à quel point j'en ai envie. Après, c'est en théorie que, avec des grosses guillemets, que 3 ans. Parce que là, pour le coup, moi, le projet, c'était de partir aussi en CIFRE, donc ce sont les thèses où tu es en salariat sur un terrain. Et du coup, c'était aussi une autre approche. Et bon, on a laissé ce truc un peu flottant, on en parlait de temps en temps. J'avais des sujets, enfin, j'avais un énorme sujet de cœur un, deux, trois, qui touche à tout ce qui est diversité, inclusion, et du coup, bah, notamment dans le monde du travail, mais je le vois vraiment comme une branche de la société de manière plus générale. Et donc j'étais quand même pas mal accompagnée sur ces réflexions, des lectures sur ce thème-là, comment construire ma pensée aussi, parce que c'est toute une autre manière de réfléchir. Et donc ça, c'était un projet de thèse auquel j'ai réfléchi pendant mon M1, enfin pour mon année de césure entre le M1 et le M2. Et arrivé en M2, bah, du coup, j'ai fait mon stage dans la collectivité qui a souhaité qu'on poursuive en thèse, en fait, en CIFRE. Et donc l'idée, c'était de pouvoir aller plus loin que ce qu'on avait déjà fait. Donc là, c'était sur les questions de qualité de vie au travail pour les agents du territoire. Et du coup, voilà. Donc finalement, le projet de thèse s'est réorienté sur ça. Et du coup, j'ai bossé sur ça à partir de la fin du M2. Donc là, c'était juillet 2024, j'ai fini le master. Et à partir de septembre, j'ai bossé à plein temps sur le projet de thèse, quoi. Et alors, comment tu vis cette première étape de passer à plein temps sur le projet de thèse? Est-ce que tu y trouves un épanouissement ou est-ce que tu commences à te poser des questions? Ben, au début, c'était intéressant parce que je connaissais quand même bien le sujet, parce que ça restait le prolongement de mon objet de stage. Mais on voulait l'aborder sous un autre angle et du coup c'était hyper enrichissant parce que du coup je lisais beaucoup de trucs, j'essayais de voir comment avec ce concept-là on pouvait faire dans la pratique différemment de ce qu'on fait jusqu'à présent. Donc en termes de stimulation c'était assez fort au début.
Sauf que j'ai jamais lu de projet de thèse. C'est un truc qu'on trouve beaucoup moins qu'une thèse déjà rédigée pour le coup. Donc j'avais pas forcément d'exemple, donc j'étais un peu partie sur un type mémoire. On a des trames vierges si tu veux, mais dans la réflexion, comment tu argumentes, comment tu présentes ton travail et ton projet. Euh, Perso, moi je sais que j'aurais eu besoin d'être un chouïa plus accompagnée. Et en fait, il se trouve que pendant ces 3 mois, je bossais vraiment à plein temps dessus, mais chez moi, parce que j'étais plus étudiante, donc j'étais plus rattachée à la fac. Donc j'avais pas accès au labo, par exemple. Et j'étais pas encore en thèse, donc j'avais pas accès au terrain de recherche non plus, quoi. Et donc c'était vraiment genre solo chez moi du lundi matin au vendredi soir. Là, pour le coup, je m'accordais les week-ends. Et en fait, c'est devenu assez vite dur parce que j'avais des questions précises. Et du coup, j'exprimais mes besoins au niveau de la fac, donc avec la personne qui m'encadrait. Et j'avais zéro réponse, mais genre, vraiment, genre, pas de réponse du tout à mes mails, quoi. Pendant quasiment les 3 mois. Et à l'inverse, du côté du terrain, ce qui s'est passé, c'est que j'étais très sollicitée par, on va dire, mon manager, qui aurait été, enfin, mon N+1 direct. Et, mais à la base, la demande émanait de la N+2, N+3. Mais donc j'étais en contact qu'avec lui et je l'avais déjà pratiqué pendant mon stage, donc je savais un peu le personnage et les difficultés qu'on pouvait avoir dans la communication. Et en fait, il m'a orienté sur à peu près le même projet, mais en fait avec un autre angle qui pour le coup changeait énormément ma revue littérature, la manière dont on abordait le projet. C'était un projet beaucoup plus lourd. Et en fait, quand on en a enfin parlé avec la fac et que j'ai eu un retour de mon futur directeur de thèse, il m'a dit que c'était pas tout à fait un projet adapté à la psycho et que c'était pas non plus très adapté à une thèse parce qu'en fait, il voulait un truc énorme, quoi. Et donc, au bout des 3 mois, on fait un rendez-vous avec mon futur directeur de thèse, le N+1 et la N+2. Et là, la N+2 me dit, mais oulala, mais c'est pas du tout ça le projet qu'on vous a demandé. Nous, ce qu'on voulait, c'est du coup le prolongement de mon stage. Et en fait, là, je me dis, ok, donc je viens de passer 3 mois de solitude à bosser comme une dingue et j'avais pas de revenus, tu vois, j'avais pas de chômage, pas de RSA, pas de salaire, pas de gratification du terrain, enfin rien. Et c'est en mode, je viens de passer 3 mois à me taper la tête contre les murs solo, sans revenus, à refuser des boulots de psy à côté, tu vois, pour qu'on me dise que, en fait, non, j'étais pas sur la bonne voie parce qu'en fait, mon interlocuteur direct, il me disait un peu ce qu'il arrangeait à lui. Et de l'autre côté, côté fac, j'avais pas de garde-fou non plus parce que j'avais aucun retour, quoi. Et donc, au bout de 3 mois, c'est là que t'as tout le monde qui te dit, bah non, faut reprendre ça et tout. Et je me suis dit, ok, mais là, le problème, c'est que la thèse, elle a même pas commencé encore. Et donc, c'est un peu le côté, elle me coûte déjà beaucoup. Et je sais pas, bon, en fait, je sais pas si je vais encaisser, en tout cas, pas avec ces personnes-là. Pour le coup, précisément, c'était plus un souci de, d'un côté, de la qualité de l'encadrement côté université. Et de l'autre côté, la relation de confiance sur le terrain, elle s'était déjà pas mal dégradée sur la fin du stage. Et en fait, c'était un peu en mode, je veux bien continuer le projet de thèse, mais genre, j'aimerais bien que ce soit pas cette personne qui m'encadre sur le terrain. Et c'était pas négociable. Et en fait, j'ai vachement réfléchi. Donc, au bout de quelques temps, j'ai quand même fait des corrections et tout. Et en fait, je me suis dit, ok, non, mais ça n'a plus de sens pour moi. Enfin, et les délais, en fait, c'est pareil, j'avais eu aucune communication sur les délais de validation. Et donc, la collectivité a mis un temps fou à passer mon premier niveau de validation. Et ensuite, je sais pas si c'est pareil pour toutes les thèses, mais du coup, nous, en tout cas, on doit faire d'abord valider par notre labo, ensuite par l'école doctorale et ensuite par la NRT. Et, euh, et du coup, ben, l'école doctorale, rien qu'au labo, il y a eu un quiproquo. Enfin, en fait, il y a eu que des problèmes de gestion sur mon dossier. J'étais en mode, bah, ok, bon, ce sont des signes qui se cumulent, tu vois. Faut pas forcer. Et en fait, enfin, j'ai envoyé mon dossier pour valider le projet de thèse. Et en fait, la personne a reçu mon dossier, m'a envoyé un accusé de réception en mode, ok, merci, bonne réception. Et genre, plus rien. Et je me suis dit, bah, il doit être en train de lire mon dossier. Et puis, je sais pas le temps que ça prend, tu vois. Et en fait, une semaine après, je reçois un mail d'une autre personne qui me dit, ah, mais en fait, il a pas compris que c'était pour que tu valides ton projet de thèse. Donc, en fait, c'était juste méga long et de l'attente et le sentiment de gâcher mon temps tout le temps, tu vois. Et comme si je pouvais, bah, moi, répondre à l'instant, tu vois, tu m'envoies SMS en mode, bon, bah, Alex, là, faut avancer sur le projet. Et je suis en mode, ok, j'accours, je fais ça pendant des heures, des jours. Et en fait, quoi, t'es en détresse et pendant 3 mois, t'as pas de réponse et d'un seul coup, tout doit aller vite aussi, tu vois. Donc, ça, c'était compliqué aussi.
Et après, j'ai appris qu'une fois que l'école doctorale, et je me suis arrêtée avant du coup, mais une fois que l'école doctorale aurait validé mon dossier, ça passait à la NRT. Et en fait, j'ai contacté la NRT qui m'a dit, mais nous, dans tous les cas, en fait, du moment où on reçoit votre dossier, c'est 3 mois de traitement. Sauf que je savais pas quand ils auraient tu vois, quand eux le recevraient. Et du coup, c'est 3 mois à partir de quand? Donc, est-ce que c'est 4 mois? Donc, est-ce que je peux prendre un taf en attendant? Enfin, il y avait que des variables floues, tu vois, et j'avais aucune réponse ou même un peu de conseil, tu vois, pour comment t'organiser à ce moment-là. Tout est flou, t'es jeune diplômé. En plus, moi, j'avais envie de bosser et tout. Et finalement, j'ai fini mes études en juillet. Et janvier, je me suis retrouvée en mode, je suis épuisée parce que je me suis donné, enfin épuisée on s'entend, mais je me suis donnée à fond dans ce truc et en fait, ça n'a servi à rien. J'ai hésité à envoyer ce que j'avais quand même fait, tu vois, à la collectivité pour qu'ils puissent s'en saisir et je me suis dit, ok, bon, en fait non, beaucoup trop dangereux, tu vois. Donc, enfin, en vrai, ça a été fatigant, mais surtout ça a été hyper décevant, quoi. Parce que surtout, enfin, moi, je voulais vraiment y aller, faire des trucs utiles, apporter des choses concrètes, tu vois, aux agents du territoire. Et j'étais là en mode, ok, moi, je me suis cramé la cervelle toute seule, j'ai plus envie de rien lire parce que j'en ai marre, tu vois. Et en plus, j'ai eu l'opportunité de pouvoir dire en face quand même à chaque personne avec qui j'ai eu des soucis d'accompagnement, on va dire, ce que je pensais, ce que j'avais ressenti et même des petits conseils. Et ça m'a fait un bien de ouf et je me sentais pour le coup hyper légitime parce que quand t'exprimes ce que tu ressens, il y a que toi qui es légitime à le dire aussi, tu vois. Mais ça a rien changé. Enfin, et donc c'était dur aussi, ce sentiment d'avoir bossé pour rien et d'être solo dans ton truc, quoi. Et je me dis encore, moi, c'était juste 3 mois, c'était le projet de thèse, mais quand j'entends les potes parler de leur thèse, enfin, je me dis, bon, bah, voilà, je pense que c'est bien d'avoir mis fin à ce projet-là maintenant. Je perds pas l'envie de faire une thèse plus tard, mais déjà sur un sujet qui me parlera plus. Et puis, euh, et puis dans d'autres conditions. Après, je sais que ce sera jamais idéal, j'en ai bien conscience, tu vois, je cherche pas genre la thèse parfaite et tout. Mais justement, au vu de l'investissement que c'est, et moi je sais à quel point je peux me donner quand je suis dans un projet, ben, que ce soit un truc qui en vaut un peu la peine aussi, quoi. Où t'as un peu de feedback, rien que ça, quoi, au moins rien que du feedback. Ça m'a énormément manqué, tu vois. Tu sais même pas si tu fais de la merde ou pas, enfin, ça c'était dur. Ouais, j'ai l'impression, tu as dit que ce projet de thèse, déjà te coûtait beaucoup finalement. J'ai l'impression que c'est dans tous les sens du terme, émotionnellement, financièrement. C'était, oui, presque un choix de vie qu'il fallait faire, et qui pouvait avoir des conséquences, pas toujours positives. Et alors, j'essaie de me mettre, à la place des personnes, qui seraient dans ce cas-là et qui nous écoutent. Et j'aimerais m'intéresser au moment où tu prends la décision. Est-ce que c'est un moment que tu te souviens, ou est-ce que finalement ça s'est fait, sur du long terme et au bout d'un moment ça allait de soi? Et je pense aussi, je crois au début de l'épisode, tu parlais un petit peu du jugement, dans la société, de notre entourage, dans le milieu pro. J'imagine tu as passé 3 mois à travailler là-dessus. Peut-être qu'il y a des personnes de ton entourage qui comprenaient pas pourquoi tu étais chez toi pendant 3 mois, sans revenu associé à cette tâche-là, pour déboucher sur quoi? Et là, tu dois peut-être annoncer aussi à ton entourage que tu vas pas au bout. Est-ce qu'il y a eu des choses, à gérer, de ce point de vue-là? Ouais. Ben, pour le coup, oui, je me rappelle bien, tu vois. J'étais, bah, du coup, forcément chez moi. Et donc, j'avais bossé à plein temps de septembre à fin novembre sur le projet. Et en fait, je me suis arrêtée parce que du coup, fin novembre, début décembre, je l'ai envoyé pour validation. Et je me suis dit, tant que j'ai pas les feedbacks, en fait, je veux pas y retoucher parce que s'il y a des modifs, enfin bon, bref. Donc en fait, début décembre, j'ai complètement arrêté, j'attendais les retours. Et donc j'étais dans l'attente. C'est à peu près à ce moment-là qu'on a eu le premier entretien avec mon futur directeur de thèse, le N+1 et la N+2, et où c'est la désillusion de, bah, en fait, t'as en partie bossé pour rien, tu vois. Et donc là, il y a eu une première phase pendant décembre où ça a été vraiment un coup, tu vois, où je me suis dit, ok, connaissant un peu les personnages aussi, il y a moyen que ce soit quelque chose qui se reproduise. Et en fait, dans un premier temps, j'étais vraiment dans une phase de faut que je change de stratégie. Dans ma communication, il faut que je sois aussi plus claire, que j'arrive à mieux poser mes limites, ou à mieux juste exprimer le côté, bah là, c'était
dur. Donc en vrai, si on peut faire un peu différemment par la suite, ce serait cool. Parce que je me doute que tu peux pas non plus tout décider, voire rien, tu vois, potentiellement. Et donc là, mais voilà, décembre, ça a été vraiment le premier coup. Je me suis dit, bon, ok, vas-y, on se relève. Mon directeur de thèse, en plus, était vraiment cool parce que... Enfin, semi-cool. Parce qu'en gros, il m'a beaucoup encouragée. Mais en fait, il a pas du tout entendu mes signaux d'alerte ok, là, j'ai pris un gros coup dans la motivation, dans le sens qui est associé à ce projet-là. J'ai pas confiance en la personne qui va m'encadrer sur le terrain. Et je pense que c'est un vrai problème aussi, tu vois. Parce qu'on va être amené à bosser pendant 3 ans. À bosser vraiment ensemble. Enfin, il sera associé à ce projet-là alors qu'il est ni dans mon domaine ni dans la recherche. Tu vois, il est ni psychologue ni chercheur. Donc c'est aussi dur de lui trouver de la légitimité dans le projet. Et en fait, mais ça j'en ai parlé avec le directeur de thèse, c'est que le côté où ça a été compliqué qu'il n'entende pas ça aussi, tu vois. Alors que pour le coup, on a une communication assez ouverte, pas fluide, mais assez ouverte. Et il a un peu poussé pour que je continue, et c'était le truc de, en fait, là, il y a un truc qui s'est brisé en moi, et en fait, j'en ai pris conscience, je sais plus, début janvier, parce que j'ai fait une mini pause pour aller voir ma famille, genre pour Noël. Et, euh, et en fait, je suis revenue et j'étais là en mode, mais ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas de sens, ça a plus de sens. Et justement, je me suis confrontée aussi au regard, bah, notamment de mes parents, tu vois, enfin, surtout mon père, parce que lui, il a jamais fait d'études et enfin, je trouve ça trop chou, tu vois. Genre, il comprend pas pourquoi on a besoin d'aller voir des psys. Mais il respecte quand même beaucoup ce que je fais. Mais bon, il comprend pas. Et du coup, la recherche, c'est pareil, tu vois, ça lui passe au-dessus un peu, mais c'est en mode tant que t'es heureuse et que tu peux ben, payer ton loyer, c'est ok quoi. Et sauf que ben j'ai passé des mois sur ça et j'étais pas heureuse, je pouvais pas payer mon loyer. Et c'est le truc de, imagine là, je signe ma thèse et en fait pendant 3 ans ça s'améliore pas, voire ça s'empire. Là 3 ans, je suis pas sûre de pouvoir les encaisser en étant dans une telle relation de non-confiance, tu vois, avec les personnes qui me dirigent. Et en fait, c'est là où, quand j'ai pris conscience que, ok, est-ce que tu te sens de faire 3 ans comme ça, alors que là, j'ai fait mon bilan et c'était sur les 6 derniers mois, cette thèse, t'as dépensé ça en énergie, en enthousiasme aussi, tu vois, et financièrement aussi. Et le bilan, genre, et qu'est-ce que ça t'apporte, même ne serait-ce qu'en projection. Et c'était pas glorieux, tu vois. En plus, la N+2 m'avait dit, financièrement, en plus, on n'a pas la garantie de pouvoir vous signer votre cifre. Et ça, c'était pas l'info que j'avais à la base, tu vois. Parce que tu bosses pas pareil, un projet pareil, si tu sais que t'as pas la garantie d'avoir ton contrat à la fin. Donc c'était un peu le truc de, ok, j'ai l'impression d'être prise pour une conne, quoi, pour dire les choses franchement. Et là, ça a été la goutte de trop. Et en fait, ouais, je suis revenue des congés de Noël, j'attendais le deuxième niveau de validation. Et en fait, je me suis dit, ok, stop. En fait, stop. Là, j'ai envie de bosser, je me sens inutile, je suis stop quoi. Donc j'avais le projet de bosser comme psychologue aussi et enfin c'était le la deuxième possibilité, c'était soit j'enchaîne avec la thèse parce que je suis dans le bain, dans les lectures, la rédaction, etc. et donc je garde le rythme. Soit justement je vais bosser un peu et développer un regard critique peut-être sur des situations que je vais rencontrer dans la pratique et me dire bah tiens ça peut être un objet de thèse intéressant quoi. Et du coup je me suis dit ok on va partir sur ça parce que pour ma santé mentale en vrai principalement et financière bon bah stop quoi, j'arrête les frais. Et en fait, le plus dur, ça a été de l'annoncer à mon futur directeur de thèse. Toutes les autres personnes ont vu que c'était un tel soulagement pour moi que j'étais juste en mode ok, bah, nickel, tu vois. Et lui, putain, j'en avais mal au ventre avant de l'appeler, qu'on se voit. Et ça, j'avais très peur parce qu'en fait, un truc que je connaissais, enfin que j'avais pas anticipé, c'est, tu vois, c'était un prof quand même que j'avais depuis 3 ans et avec qui on avait une relation un peu étrange, tu vois, genre, il y avait une certaine, enfin, de mon côté en tout cas, une certaine complicité et une vraie confiance, malgré le fait que j'aurais eu 1000 choses à lui reprocher, dans le cadre, pas dans la relation, mais dans sa manière d'enseigner, tu vois. Et du coup, c'était un peu un truc de, humainement, ça va, et encore, ça dépend, enfin bon, bref. C'était très compliqué. Et, et en fait, bah, de lui annoncer, j'avais un peu l'impression que, enfin, de lui annoncer que finalement je le faisais pas, j'avais l'impression de, pas de le trahir, tu vois, c'est un mot trop gros,
Je t'avoue que j'ai pas réfléchi à j'ai l'impression d'être en thérapie, c'est un truc de ouf. Mais le podcast est un peu un lieu de thérapie. J'aime beaucoup cette idée. Mais c'était un peu le truc de ouais, j'avais l'impression aussi tu sais, comme si je lui avais fait une promesse où tu fais un engagement envers quelqu'un, quoi, que ce soit professionnel ou personnel, finalement, il y a une notion d'engagement, et c'était le côté, en fait, non, je me désengage. Euh, voilà. Et je craignais aussi, parce que je me rendais pas compte des relations dans le labo, tu vois, je craignais aussi que lui, ça puisse le mettre en défaut au niveau de ses collègues du laboratoire en se disant, bah, tu nous parles d'une doctorante de son projet et tout machin, elle soumet son projet au labo pour au final, alors qu'il est validé, qu'elle dise bon non, finalement je le fais pas, tu vois. Et donc voilà, et donc je suis partie avec toute cette appréhension là et je l'ai appelé, j'ai essayé de lui faire comprendre parce que c'était un peu touchy, tu vois, quand même. Et et en fait, bon bah je lui ai dit que voilà, je voulais arrêter pour toutes les raisons que j'explique depuis tout à l'heure. Et c'est pas le genre de personnage à chercher ses mots, et je te jure, il arrivait pas à finir une phrase. Et là, je me suis dit, ah ouais, vraiment, ça l'a choqué, quoi. Et du coup, j'étais encore plus mal derrière. Mais en fait, le plus dur, ça a été de lui annoncer à lui. Parce que c'était aussi une idée de forme de collaboration pendant 3 ans, tu vois. Il y avait aussi cette notion d'engagement dans ce sens-là. Et du coup, c'était le côté, ben non, finalement, je pars pas à l'aventure avec toi, quoi. Et donc voilà. Et après, bon, enfin, je peux pas rentrer dans le détail, parce que là, pour le coup, c'est pas moi que ça concerne directement, mais je sais que dans l'encadrement avec d'autres personnes, ça peut être plus ou moins compliqué, tu vois, avec lui aussi. Et du coup, je gardais ça en tête malgré tout, même si avec moi la relation elle est meilleure qu'elle peut être avec d'autres, j'oublie pas qu'il peut aussi se passer ce genre de choses. Et du coup, j'étais vraiment en mode, ok, je me préserve. Et la thèse, enfin, c'est un truc enfin, moi, j'oubliais souvent quand j'étais en train de faire mon projet, mais c'est que c'est ton projet, tu vois. Tu le fais, potentiellement, si tu le fais en chiffres, tu le fais aussi pour la structure qui t'accueille et dans laquelle tu fais ta recherche, rattaché à ton labo aussi. Mais en fait, ça va être ton travail pendant 3 ans, tu vois. Et ton investissement, ton énergie, ta vie sociale qui va potentiellement être réduite, même si moi, je l'ai expérimenté que 3 mois, c'est pas comparable, tu vois. Mais donc voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Si, si, et en t'écoutant parler, je me disais, on peut presque même voir ça comme une forme de rupture, quand, enfin, une rupture d'une relation, en l'occurrence professionnelle, mais bon, c'est un petit peu les mêmes mécanismes. Oui, tu dois annoncer à la personne que finalement, on va pas, comme tu disais, vivre cette aventure ensemble, qu'on avait peut-être fantasmé des deux côtés, et Ouais. Bah, c'est vrai que je peux pas parler à sa place, mais c'est vrai oui, il y a aussi de ça, tu vois? Et dans un truc un peu similaire, tu vois, en psy du travail, on parle du contrat psychologique, et c'est un peu cette espèce de contrat tacite d'engagement un peu mutuel où, enfin, d'engagement mutuel, mais sur des trucs qui sont pas vraiment dites, mais tu t'attends à du respect dans ta relation, tu vois? Un respect mutuel. Tu t'attends à de la reconnaissance pour ton travail, et tu t'attends à d'autres choses. Et du coup, l'engagement aussi envers l'autre en fait partie. Et du coup, ouais, j'avais très peur de ça. Et malgré tout, je pense qu'effectivement, ça a fait un truc pas ouf aussi. Pour le coup, on échange beaucoup moins qu'avant. Mais tu vois, un truc enfin, qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'il est revenu vers moi. Il m'a demandé, en fait, il m'a demandé si dans sa manière il m'a demandé pourquoi j'arrêtais le projet. Il m'a demandé si dans sa manière de m'encadrer, de répondre à mes messages, etc., machin, enfin, ça avait joué sur ma décision. Et je pensais pas qu'il le ferait. Et j'avoue que ça fait du bien. Donc, s'il y a aussi des directeurs et directrices de thèse qui écoutent le podcast, mais putain, demandez aux personnes que vous encadrez comment ça va, quoi. Et si la manière dont vous drivez, enfin, ça impacte, parce que en vrai, je veux dire, c'est une forme de management, et en management, enfin, aussi, c'est important de chercher le feedback. Et donc voilà, ça m'a fait du bien, ça arrivait un peu tard, pour le coup, pour ma part en tout cas. Mais, ça, ça m'a un peu réconforté avec le fait que, ouais, ok, il y a aussi une remise en question en face, et enfin voilà quoi. ah ouais, je suis hyper étonnée, mais il a quand même eu un petit moment où il s'est interrogé sur
sur la situation parce que j'allais dire alors ça avance pas grand-chose ce que je vais dire et je le dis depuis ma position où je connais pas du tout ce monde-là mais finalement même dans des personnes qui réfléchissent peut-être à la psychologie du travail n'ont pas forcément vu ta détresse à ce moment-là face à comment t'as appréhendé le travail. Non, bah, c'est clair. Surtout que je pense que ça dépend aussi vraiment de comment toi tu t'investis dans ton projet, parce que à l'inverse, enfin, je croise plus ou moins souvent soit des thésards, soit des personnes du coup bah, qui le sont depuis un moment, enfin qui sont docteurs depuis un moment. Et t'as vraiment différents vécus. T'en as qui disent, bah moi non, le vendredi soir, enfin la semaine, je pouvais bosser hyper tard. Par contre, je gardais tous mes week-ends vraiment pour moi, pour changer d'air, faire du sport, machin. T'en as d'autres qui sont toujours plus ou moins débordés, du coup, qui sont toujours en train de bosser. Puis t'as les passionnés et ceux qui subissent leur thèse aussi. Enfin, t'as vraiment plein de profils différents. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas trop. On présente plus les différentes thèses, mais dans le sens, bah, tu vois, déjà, est-ce qu'on est plus sur une recherche fondamentale ou plus appliquée, tu vois si t'es en CIFRE ou pas, plus pour la forme de ton contrat. Mais en fait, on parle pas trop non plus des différentes manières de vivre ce travail-là. Et en fait, c'est un travail, tu vois. Et dans certains contextes, c'est même un emploi. Mais c'est un vrai travail. Et du coup, ben, on l'aborde pas du tout comme un poste, alors que, en fait, on devrait, tu vois. Quand toi, tu te projettes sur ça, mais aussi comme on en parle, comme on le vend, enfin, je trouve que c'est hyper important parce que c'est un poste qui, en fait, demande plus d'investissement peut-être qu'un poste classique pour un métier équivalent. C'est-à-dire que, par exemple, moi, en tant que psychologue, si je fais ma pratique, admettons, en libéral, mais que je décide de bosser du lundi au samedi, tu vois, je peux bosser du lundi au samedi, poser mon truc, c'est même conseillé d'ailleurs de, tu vois, poser ses émotions, mettre de la distance. Et d'ailleurs, je pense que c'est déconseillé de bosser 6 jours par semaine quand t'es en psy. Mais je veux dire, pour une thèse sur 3 ans, l'investissement, je pense, est différent. Et puis c'est aussi le côté pendant 3 ans, t'es sur ton sujet, quoi. T'es sur le même sujet aussi. Si à un moment donné t'en as marre, bah tu peux pas te dire vas-y, je change d'intervention, je change de truc. Enfin, tu peux, mais du coup tu repars potentiellement aussi de zéro. Donc c'est un autre investissement, c'est un autre engagement, et je trouve que ça manque aussi d'infos de ce côté-là. Et du coup, je pense que ma décision, c'était aussi le côté déjà prendre du recul et pratiquer. Et aussi, ben, prendre plus de temps pour me renseigner sur comment moi j'envisage aussi la recherche. Parce que tu vois, t'as aussi différents courants de pensée. Moi, je pense clairement m'inscrire dans un courant plutôt critique. Donc justement, qui remet en question les trucs qu'on a trouvés jusqu'à présent et qui ont peut-être une méthodologie un peu limite et tout. Mais du coup, ça nécessite un travail de fond. Et puis ton cerveau, je pense qu'il se met pas souvent en pause quand t'es engagé sur un process aussi long, tu vois. Donc, donc voilà, je sais pas si ça te parle aussi ce ressenti-là, mais Si, si, tout à fait. Et du coup, j'ai envie de t'interroger sur le présent. Sans influencer ta réponse, mais je me dis, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, t'injectes pas un petit peu de recherche dans ta pratique professionnelle, quotidienne? Tu disais tout à l'heure, parfois je commence à lire un article, puis j'en lis un autre. Ça, c'est quand même des pratiques héritées je pense, l'université, la recherche, ta formation. Est-ce que tu touches pas un petit peu quand même aujourd'hui? si, je pense. Et puis, tu vois, c'est vraiment. Enfin, là, dans mon poste actuel, moi, mais c'est très particulier. Mais là, je prépare un changement de poste et une activité en libéral aussi. Et pour le coup, enfin, pour moi, la pratique et la recherche peuvent pas être dissociées en plus. Parce que sans les avancées de la recherche, t'améliores pas tes pratiques. Et inversement, sans aller tester aussi dans la pratique comment ça fonctionne, ben tu t'as plus de nouvelles pistes de recherche, tu vois. Donc pour moi, les deux fonctionnent vraiment ensemble. Donc c'est bien, je pense, quand tu as des professionnels qui ont cette dimension, ou des chercheurs et chercheuses qui ont la dimension, ok, comment on l'applique ça sur le terrain ensuite. Alors pour la psycho, mais ça peut marcher potentiellement pour d'autres, enfin pour plein d'autres disciplines, tu vois. Mais je pense que c'est important de se questionner sur qu'est-ce qu'on peut faire de cette info, et du coup ça peut aussi orienter la recherche par rapport à sa pertinence. Mais du coup, si c'est important, et le fait aussi que on est censé quand même continuer à se former. Et donc, tu vois, par exemple, pour faire de la thérapie, moi, je vais avoir besoin de me former. Ben, c'est faire ne serait-ce que de la recherche sur les différentes formes de thérapie qui existent.
quels sont les niveaux de validation de ces différentes thérapies, sur quelles thématiques elles sont plus adaptées, et du coup te renseigner sur ces thématiques. Enfin, tu vois, moi je suis très intéressée pour accompagner sur tout ce qui est psychotrauma, par exemple, mais aussi tout ce qui va être l'accompagnement des personnes LGBT, notamment des personnes trans, sur un suivi psy, sur les questionnements identitaires qui sont associés et tout au processus de transition, au parcours de transition. Et, mais du coup, ça nécessite de la formation, d'être déjà sensibilisé pour des questions de vocabulaire, de phrases type aussi, genre les trucs cons que tu penses que ça aide, et en fait, justement, ça n'aide absolument pas. Et, et donc voilà, et donc c'est de la recherche tout le temps, c'est aussi beaucoup de rencontres. Et ça, c'est un truc que je trouve hyper satisfaisant pour le coup dans la pratique, que j'avais du mal à projeter en recherche, en dehors des congrès. C'est que là, dans la pratique, par contre, c'est full rencontre. Parce que tu cherches des séminaires, des échanges, des formations. Tu as des réseaux de psy. Enfin, tu me diras, c'est pareil en recherche, mais je trouve que c'est peut-être moins abordable. Enfin, ça dépend. De mon vécu, c'était moins abordable. Et du coup, j'ai un réseau, tu vois, pro hyper développé, où du coup, dès que tu as un doute, une question, tu peux échanger, on peut faire de l'intervision, du coup. Et je pense que c'est ce qu'on peut retrouver, par exemple, dans une équipe, genre quand tu es dans ton labo, tu vois. Enfin, j'ai l'impression que les potes qui sont en thèse, justement, c'est ça qu'ils mettent en avant. C'est le côté où, heureusement qu'il y a les autres doctorants et docteurs rentrent pour, parce que ce sont des personnes qui vivent ce que tu vis. Et en fait, même si c'est pas exactement la même expérience, mais c'est hyper difficile d'expliquer. Tout comme, tu vois, pour mon père, c'était hyper compliqué de se projeter un peu ce que je traversais. Mais parce que pour lui, c'est abstrait, tu vois, c'est le côté, mais si tu gagnes pas d'argent, bah faut que tu ailles travailler. Moi, j'étais en mode, mais j'ai pas le temps de travailler parce que je bosse sur ça, tu vois. Et tant que je finis pas mon projet de thèse, j'ai pas ma thèse. Et tant que j'ai pas ma thèse, j'ai pas de salaire. Enfin, bref. Et de s'entourer de personnes qui vivent en tout cas le même contexte, même si c'est pas la même situation, je trouve que c'est hyper important. Et justement, moi, je suis très friande de podcasts, notamment parce que tu accèdes à des confidences, à des vécus de personnes que tu croiseras peut-être jamais dans ta vie. Mais tu te dis, putain, en fait, je suis pas toute seule. Et tu sais, cette personne, elle pose des mots hyper justes sur un truc hyper flou que j'avais au fond de moi et je mettais pas les mots dessus. Et là, en fait, ça m'a aidé. Et du coup, je peux en parler aussi plus facilement autour de moi parce que j'ai trouvé les mots pour en parler. Enfin, et donc ouais, le réseau et les podcasts, genre, je pense que c'est la base pour la survie, tu vois. Je suis totalement d'accord avec toi et transition toute trouvée pour 2 questions que je voulais te poser et qui est liée au fait que je pense que je suis pas sûre que ce soit quelque chose dont on parle beaucoup, cette histoire d'arrêt de thèse, dans le milieu académique et j'ai eu beaucoup de mal, pour trouver, des personnes intéressées pour participer à cet épisode, donc je te remercie d'autant plus. Et alors d'abord, donc en pensant aux personnes qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans ce projet-là? Bah déjà, un truc con peut-être, mais genre les délais. D'avoir une fourchette de délai pour se rendre compte, parce que moi j'étais vraiment. Puis je peux être assez intense, tu vois. Donc j'étais vraiment à fond du matin à la fin de semaine en me disant, ok, il faut que je bosse, il faut que j'aille vite, il faut que je produise vite, parce que après, il faut vite qu'on démarre la thèse et tout machin. Et en fait, quand tu as fini dans ce rythme hyper intense et soutenu, et qu'en fait, on te dit, bah maintenant, il faut attendre un mois pour cette validation, puis peut-être 2 semaines pour l'autre, puis 3 mois pour l'autre et tout, en mode waouh! Et en fait, le changement de rythme, ça, j'ai trouvé un peu dur, tu vois, et le côté, effectivement, de pas pouvoir se projeter, parce que ça reste un engagement sur 3 ans, et du coup, je trouve ça logique, ne serait-ce que pour le fonctionnement cognitif, tu vois, d'avoir un peu une idée à 3 ans qui peut bouger, tu vois, parce que forcément, tu vas prévoir ta première année, je sais pas, de faire telle étude et de rédiger tel article. Et en fait, ben, tu vas prendre du retard ou en fait, ça va être méga fluide. Et en fait, tu pourrais faire 2 articles la première année ou alors ça décale à la deuxième année. Bon, toutes les planifications, elles peuvent bouger. Mais d'avoir de la visibilité à plus long terme. Après, c'est ce qu'on est censé faire dans notre projet de thèse. Mais le faire quand, encore une fois, t'as pas d'exemple ou que t'es pas un peu guidé sur la possibilité. Enfin, comment dire, la dimension réalisable, réaliste de ton projet. Je trouve que c'est dur. Après, moi, c'est particulier parce que pour le coup, j'ai vraiment rédigé un projet de thèse, enfin, sans être accompagnée sur sa réalisation. Donc, ça se trouve, je dis un truc qui est hyper bateau, qui concerne pas les autres. Mais je pense que quand tu démarres ta thèse, ça peut être un peu les mêmes questionnements aussi, tu vois.
Donc, parce que même ton projet, une fois qu'il est rédigé et validé, pour la plupart des témoignages que j'avais eu de mon côté, c'était le truc de, en fait, ça bouge vachement. Et si tu retournes à ton projet de thèse, tu te rends compte que tu t'en éloignes de ouf une fois que t'es lancé pour de vrai dans la thèse, quoi. Donc, ouais, plus de visibilité sur les différentes étapes et même la dimension administrative, tu vois. Je pense qu'on n'en parle pas assez, alors qu'en vrai, la charge administrative, elle est quand même énorme quand tu es dans un contexte de recherche. Et ça, on n'en parle pas de ouf, tu vois. Donc ouais, au moins ces points-là. Et peut-être davantage identifier les ressources, mais surtout les personnes ressources aussi que tu peux mobiliser. Donc voilà. Après, moi, je suis pas arrivée jusqu'à cette étape-là, mais je pense, ouais, en fait, les ressources, parce que le principe, c'est que ça te demande d'être méga autonome, une thèse. Donc si on te donne pas tous les outils à la base pour que tu puisses bosser en autonomie derrière, ben, t'es vite largué. Et puis en fait, suffit que enfin, je veux dire, c'est pas si rare que ça, donc suffit que tu aies le moindre truc cognitif, ou que tu aies un TDA, TDAH, ou que tu aies encore autre chose qui fait que ben, c'est pas impossible pour toi de faire une thèse, mais juste tu as besoin d'un minimum d'aménagement, tu vois, ou de soutien un peu différent. Ben, tu peux être complètement largué alors qu'on t'aurait dit on t'aurait indiqué les bonnes ressources dès le début. Et en fait, quand tu te connais, ben, tu vas au-delà de tes difficultés, tu vois. Et donc ça, je trouve que c'est dommage parce que t'as des personnes qui se retrouvent dans des situations de souffrance extrême. Bah, là, il y avait j'ai plus le nom en tête, mais il y avait un bouquin qui a fait un bruit de fou il y a 2 ou 3 ans, là, justement, sur... Ah oui, quand l'université broie les jeunes chercheurs, quelque chose comme ça. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Et où justement, tu te retrouves dans des conditions où t'es là en mode, mais putain, enfin, c'est quand même une honte qu'on en arrive à ça, alors que bah, la recherche, c'est aussi ce qui fait évoluer les sociétés. Donc, ce serait peut-être bien de s'investir, même humainement dedans, parce qu'on parle beaucoup des investissements financiers, mais en fait, l'argent, ça fait pas tout, même si pour le coup, c'est très important et on a besoin de financer la recherche. Mais on a besoin que les personnes qui font la recherche vivent, en fait, tu vois, survivent. Et ça a manqué énormément, tu vois. Donc, ouais, je pense mettre à disposition plus de ressources, ou en tout cas, plus de repères. Mmh. Non, mais je suis totalement d'accord. En fait, je me dis que c'est plutôt un signal qu'on envoie là aux directeurs, aux directrices de recherche et aux écoles doctorales aussi, à tout ce personnel administratif avec lequel on est quand même pas mal en contact. Et oui, c'est sûr qu'après, il y a tellement d'enjeux. Ce bouquin, il aborde aussi tous les problèmes de harcèlement quels qu'ils soient, avec les directeurs, les doctorants et doctorantes. Bon, c'est un autre sujet, mais en tout cas, c'est vrai qu'on en parle peut-être pas assez. Ouais, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, non, non, c'est clair. Donc, ouais, toute la maltraitance qui peut être, tu vois, même involontaire. J'espère que la plupart du temps, c'est involontaire. Mais ça reste vraiment de la maltraitance. Tu vois, comme dans le soin, on parle beaucoup de maltraitance institutionnelle. C'est le fait que l'organisation ne te donne pas suffisamment les moyens pour bien t'occuper des gens. Et en fait, malgré toi, tu fais de la maltraitance, quoi. Et je sais pas si c'est exactement ça pour la thèse, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a énormément de situations de souffrance ou de conditions de thèse. Bref. J'ai un pote, faudrait que je te file son contact pour qu'il témoigne aussi quand il aura fini. Mais ouais, non, il y a des histoires incroyables. Et alors, pour conclure, j'ai envie de te poser la question, faut-il normaliser les arrêts de thèse? Parce que moi, je me demande toujours pourquoi, ou alors c'est moi qui ai mal cherché et qui suis déconnectée de cette réalité-là, mais je trouve peu de choses sur le sujet, peu de témoignages alors que ça existe. Même au sein des écoles doctorales, j'ai jamais vu un débat ou une table ronde autour de ça. Bon, je pense que je connais ta réponse, mais en tout cas, j'ai quand même envie de poser la question de manière hyper ouverte. Ben, je pense que c'est important déjà, effectivement, de plus le visibiliser parce que déjà, bah, tu vois, typiquement pour les personnes comme moi, je pense que j'apparais même pas dans les stats parce que vu que j'ai même pas commencé la thèse, en fait, il y a pas d'arrêt de thèse en soi, du coup. Et pour les personnes qui arrêtent, je sais même pas, pareil, tant que t'as pas soumis à la fin, finalement, est-ce que t'apparais dans les stats? Et du coup, je pense que déjà sur ça, il y a un vrai problème au niveau de la visibilité en termes de chiffres, entre guillemets. Déjà parce que ça, c'est un super indicateur de te dire, bon, on a X personnes qui avaient ne serait-ce que l'envie de faire une thèse en fin d'études ou en cours d'études et qui finalement, en fin d'études, l'ont pas fait, tu vois. Et ensuite, faire une étude quali, ça pourrait être un sujet de thèse.
faire une étude quali sur, OK, mais pourquoi finalement, cet arrêt-là? Et en fait, ben, de pouvoir le formaliser, enfin d'avoir peut-être un process aussi, ben, peut-être un process plus clair aussi pour, se dire, ben, ouais, je sais pas trop. Comment arrêter, parce que je sais pas comment quand ta thèse a commencé, comment tu fais pour y mettre fin, tu vois? Par exemple. Et pour le coup, je crois pas connaître quelqu'un qui ait fait ça. En tout cas pas encore. Je le souhaite à personne. Mais, mais ça doit être compliqué, tout comme, quand tu es censé faire une thèse en, je sais pas moi, 3 à 4 ans et qu'en fait elle dure 5 6 ans. Ben, comment tu fais? Parce que quand ton financement il s'arrêtait à 3 ans, tu dois te démerder, tu vois? Sauf que quand tu es à presque la fin de ta thèse, mais quand même pas tout à fait la fin, et que d'un seul coup, ben, faut que tu bosses, à plein temps ou à temps partiel, en plus pour vivre, c'est aussi un changement de rythme, enfin, c'est plein de trucs, et je trouve que là, tu pas du tout accompagné, tu vois? Oui, et puis là, la violence, tu parlais de violence institutionnelle, c'est ça? Là, pour le coup, elle existe parce que les coups de pression en fin de thèse, en fin de contrat, vous avez obtenu un contrat et il faut terminer absolument pour l'honorer et vous pouvez pas toujours demander des dérogations. Ça, pour le coup, c'est une réalité et il n'y a pas, il y a pas trop de bienveillance et d'écoute à ce stade-là. Enfin, il doit y en avoir dans certaines écoles doctorales, mais c'est quand même assez rare. Ouais, je pense. Mais oui, non, je pense qu'il y aurait besoin, et puis même que, je sais pas, que ça déclenche automatiquement, tu sais, comme quand tu fais une alerte signalement, enfin, dans les dispositifs qui sont bien montés, quand tu fais une alerte, un signalement, pardon, pour, du harcèlement, normalement, ça déclenche automatiquement une enquête, mais organisationnelle. C'est-à-dire que si cette situation a pu arriver, c'est qu'il y a des leviers qui ont mal été activés à des endroits, qui ont permis cette situation, et du coup, on va voir comment on peut éviter que ça se reproduise. Bah, pour moi, on devrait faire pareil, en fait, quand tu as un arrêt de thèse ou un arrêt de projet de thèse, tu vois. Surtout quand il est avancé, en se disant, OK, bon, bah alors du coup, pourquoi il y a eu cet arrêt, enfin, et d'avoir une mini enquête, mais pour comprendre, tu vois. Pas chercher c'est la faute de qui, mais essayer de comprendre, et dans l'idée de s'améliorer, bah, dans l'encadrement des thèses, dans l'accompagnement du déroulé de ton projet, du déroulé de la thèse, et pas oublier que, enfin, l'objectif pour tout le monde, c'est quand même qu'elle se passe bien et que tout le monde aille au bout, tu vois. Donc, et ça, je trouve que ça manque vachement. Et en fait, les questions de prévention de manière générale, propres à la thèse, j'ai l'impression qu'il y a que dalle, quoi. Et ça manque. Ça manque beaucoup. Mmh. C'est vrai, la question là, ouais, ouais, tu as totalement raison. Faudrait peut-être faire une formation, inscription pour être sûr dans quoi on s'embarque, non, mais tu as raison. Je crois qu'on a fait un peu le tour du sujet, mais s'il y a quelque chose que tu voulais absolument dire, avant de partir, tu voulais pas repartir avec, c'est ton moment. Bah, c'est pas tant pour moi, mais c'est plus là, s'il y a des personnes qui écoutent et qui sont vraiment, soit en train de se questionner sur est-ce que je pars en thèse ou pas, ou qui sont dedans et qui galèrent à aller au bout parce que c'est compliqué, c'est vraiment le côté, enfin, lâchez pas. Lâchez pas, mais surtout, c'est, de savoir s'écouter et de pas hésiter à demander de l'aide aussi autour, quoi. Parfois même juste de parler. Mais d'en parler, ça peut libérer d'un poids, et ça peut être en thérapie avec des psys, mais ça peut être aussi avec les potes. Je pense que c'est bien aussi d'en parler avec des personnes qui savent ce que c'est que faire une thèse, quoi. Donc ça peut être des docteurs ou des doctorants dans le réseau, perso ou pro, tu vois. Mais c'est surtout, bah, restez pas seul. Et puis si vous avez des questions, ben, d'aller vers les personnes pour en parler. Enfin, toujours, quoi, vraiment le réseau, en fait. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons thèse, un podcast réalisé par Caroline et produit par Avispa. J'espère que vous avez passé un agréable moment et à très vite pour un prochain épisode.